cet égard. Sinon, la victoire donc d'un jeune PR proche du député PR. Le parcours du toboggan. Oui. J'espère que vous en connaissez les règles, n'est-ce pas? Oui. Vous avez stoppé ça. Attention, Marie-Joseph. Maintenant, on fait fonctionner les ménages. Repérez bien le tracé du labyrinthe. Les deux sorties fléchées en bleu. Et si vous me faites 4350 fois sur ce parcours, aïe aïe aïe, ça commence mal. Je disais que si vous me faisiez 4350 points sur ce parcours, eh bien, j'aurais le plaisir de vous annoncer que vous êtes dans le top 3, en bonne place. Mais vous êtes trompé de touche. Attention, c'est notre dernière chance. Bon, je vais tenter de vous guider. Alors, regardez bien cette carte. Essayez d'en mémoriser le tracé et à présent. Allez, le 4, allez, allez, allez. Bien. Maintenant le 8. À nouveau le 8. Mais c'est trop tard, voyons, Marie-Joseph. Oh là là. Oh, la prise de tête. KO. À bientôt. Voilà un trajet qui franchement est très court. Je n'ose pas réclamer votre score. Allez, on le regarde. Bon. Marie-Joseph, 225 points, ça restera entre nous. Oui. Nous ne sommes que tout de même 8 millions à le savoir, n'est-ce pas? Vous êtes 8 millions de téléspectateurs devant Hugo Délire en direct devant le petit écran. Bon, on ne le répétera pas. Vous avez de toute façon remporté un cadeau de participation puisque vous avez eu la gentillesse de nous appeler au standard, je rappelle le numéro 36 68 33 33 pour jouer avec nous. Et vous avez eu raison. Et puis vous pourrez à nouveau tenter votre chance si ça vous amuse, d'accord? D'accord. Bon, Marie-Joseph, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis nous, eh bien nous avons rendez-vous demain à 20h. Alors, l'adresse de Hugo Délire, si vous voulez participer à la formule du mercredi, je reçois ce jour-là en direct mes candidats sur le plateau. Eh bien, c'est Hugo Délire, CEDEX 3999 390 Paris Concours. Ou, si vous voulez demain jouer au standard, c'est le 36 68 33 33. Je vous attends. Hugo rentre dans son écran électronique. Et moi, je suis impatiente de vous retrouver demain 20h en direct. Bye bye. Dans 3 petites secondes, Joe ouvre la soirée Louis de Funès. Un regard féminin sur la politique. Humour et impertinence en plus. Catherine Ney sur Europe 1. Europe 1, la pêche. Voici Ariel Ultra Liquide avec puissance ultra détachante incorporée. Ariel Ultra Liquide, ça marche vraiment mieux, même sur une trace repassée. Regardez, un peu d'Ariel directement sur la trace. À gauche, la poudre. À droite, le reste de la mini-dose. Comparez. Ariel Ultra Liquide va plus loin que les poudres, jusqu'à la propreté ultra. On pourrait presque repasser les yeux fermés. Ariel Ultra Liquide, Ariel Color, pour une propreté impeccable, la réponse à tout, c'est Ariel. Monsieur, pourriez-vous m'aider à choisir entre les 3 menus Best of McDonald's? Vous avez une pièce de monnaie? Pile, Royal Cheese. Les menus Best of. C'est une frite et une boisson autour d'un gros sandwich. Le meilleur de McDonald's en 3 menus. Et pour 30 francs seulement. Partout où il y a de l'eau, il y a du calcaire. Pour l'éliminer, il faut souvent frotter. Voici Viacal et fini les efforts. Avec Viacal, le calcaire disparaît et le brillant réapparaît. Viacal, c'est son effervescence qui fait la différence. Un peu partout dans la maison, Viacal. Le calcaire, c'est son affaire. Quand on voyage, l'idéal serait de disposer de son argent aussi facilement qu'en France. Au CCF, on réalisera bientôt en temps réel vos opérations bancaires en Europe. C'est tous les jours qu'on juge sa banque. CCF, Crédit Commercial de France. C'est étonnant. Je me suis sentie vraiment protégée. Et ceci avec la serviette la plus fine que j'ai jamais vue. Elle s'appelle Always. Always Ultra est ultra mince et pourtant vraiment efficace. Car son voile alvéolette unique guide le liquide vers des mini-capteurs hyper absorbants. Et dès que ces mini-capteurs ont agi, en surface, c'est pratiquement sec. Je me suis sentie vraiment nette et bien au sec
C'est comme si je venais de me glisser dans un vêtement tout frais. Alors, pour moi, maintenant, c'est Always, rien d'autre. Always pour vous sentir plus net, bien au sec, vraiment protégé. Excellent projet, les Viviers. Vous savez, c'est un travail d'équipe. Si vous voulez appeler votre associé. Ah, merci. Il va être ravi. Je fais le 0 pour sortir. Duvivier et associés, ne quittez pas. Aujourd'hui, faute d'un bon équipement téléphonique, de nombreuses entreprises laissent trop d'appels sans réponse. Ah, Vivaldi. Pourtant, avec les standards numéris de France Télécom, chacun peut être joint beaucoup plus facilement. Je suis sûr qu'il va être ravi. Mais oui, certainement. Dès que votre standard vous l'aura passé. Et si vous communiquiez avec les outils d'aujourd'hui? Ah, je voulais vous remettre nos nouvelles cartes de visite. Comme vous pouvez voir, tout le monde peut être rejoint directement. Alors Vivaldi, c'est fini. Les standards numéris. Renseignez-vous au 0536 0536. J'ai découvert la perfection. L'Oréal Perfection. Alliance parfaite du maquillage et du soin. Rouge sublime. Hydratant. Des heures durant. Mascara ultra longueur aux protéines. Cils très longs. Très fort. Teint luminissime au liposome. Une caresse et sur ma peau, l'éclat. Parfait. L'Oréal Perfection. La perfection du maquillage, le soin en plus. Toutes les voitures de 7 ans et plus doivent passer le contrôle technique obligatoire. Plus de 7 ans, c'est pas pour nous. Mais si. Mais non. Vérifiez sur votre carte grise. Contrôle technique dans tous les centres agréés. Votre sécurité va y gagner. Nouveau Studio. Up. Nouveau volume pour cheveux longs. Milan. Spray Volume Up de Studio Line. Diffusion verticale. Nouveau geste. Up. Nouveau volume. Up. Volume Up à diffusion verticale. Au cœur de la chevelure. Spray Volume Up. Des racines aux pointes, créez votre volume. Volume longue durée, volume aéré. Chacun son volume. Up. Studio Line. Sculptez vos cheveux à votre mode. Nouveau Spray Volume Up Studio Line de L'Oréal. Ça, messieurs, bravo. 3 bouts de papier et 1 heure de discussion, vous emportez le quintet plus. Alors là, je dis bravo. Excuse-nous, mais ça vaut bien Amstramgram ou la couleur des Kazakhs. N'empêche que les Kazakhs, elles m'ont fait gagner plus d'une fois. Les enfants, vous jouez comme vous voulez, mais quand on gagne gros quintet plus, ça se fait, ça. Au PMU, chacun sa méthode. La prochaine fois, essaye donc ta plaque d'immatriculation. Va comprendre, Charles. Avec le PMU, aujourd'hui, on joue comme on aime. Dimanche 31 janvier à 20h40 sur France 3, Question pour un champion vous invite à un match spécial qui opposera les animateurs de France 3 aux animateurs de France 2. Sur la sellette, animateurs et journalistes feront assaut de culture et de charme pour défendre haut et fort les couleurs de leur chaîne. Mais en fin de compte, c'est vous qui gagnerez. Un challenge d'enfer arbitré par Julien Lepers. Alors rendez-vous dimanche 31 janvier à 20h40 sur la 3 pour le match Question pour un champion spécial animateur. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, le soir 3, 22h15. Dans 3 petites secondes, le soir sur la 3 avec Christine O'Krent. C'était ton idée. Sur la piste d'un magot, Zabou et Martin Lamotte se tirent dans les pattes. Quel vent du trésor, mon amour! On fait pas d'omelette sans bousiller des poules. On a son testament. 80 briques. D'arnaque en plein tordu, une bande de loupards timbrés se déchaîne. Avec du fil, une pile et des saucisses. Ouais. Samedi, 20h45, les top niveaux déménagent sur France 3. Ah mais énervez-vous les petits, que je vois ce que ça donne quand vous énervez.
Chlorets pour être sûr de son haleine. Chlorets. Plus qu'un bonbon, plus qu'un chewing-gum, Chlorets, pour être sûr de son haleine. On ne connaît pas toujours la blancheur persil et c'est regrettable. Alors utilisez Persil parce que la blancheur Persil c'est ça et ça se voit. Persil Micro Plus. Plus pour plus de blancheur. C'est risqué ce que vous faites? Pas vraiment, non. Quand même, voler au-dessus des incendies, il faut un certain courage. Il faut surtout être précis. Bon, admettons. Parlez-moi un peu de votre Renault 21. Parfaite, y a rien à dire. C'est tout? Vous voulez pas m'en dire un peu plus? Allez, aidez-moi un peu. Mais tenez, vous aussi aidez-moi. Vous la garez en face du hangar de la sécurité civile. Renault 21, les gens formidables la trouvent formidable. Notre amour fou ne resterait. Jane Birkin, 20 chansons, 20 frissons. La voix nouvelle de l'information, c'est Jean-Luc Delarue. De 7h à 9h, je serai avec les meilleurs analystes et journalistes pour essayer de vous donner la meilleure information. Europe 1, la pêche. Les arnaqueurs. Tu veux être arnaqueur? C'est ta première leçon. Les arnaqueurs, enfin en vidéocassette. Dans la nuit des rigolos, il y aura beaucoup d'aventures. De l'aventure avec un éléphant très affectueux. Et puis une voiture diabolique, genre James Bond. Il y aura aussi beaucoup d'amour. De l'amour avec un couple impulsif, très impulsif, et un homme et une femme. Un homme et une femme qui se courent après. Et c'est pas tout, je ne serai pas seul. Il y aura la gaffe, il y aura également Chantal Gallia, il y aura Ursula Andress, les filles du Crazy Horse et Gloria Lasso. Ça s'appelle La Nuit des Rigolos. La Nuit des Rigolos avec Thierry Beccaro, samedi 20h50 sur France 2. Avec Multipoint, de nouvelles émissions dites interactives arrivent. Possesseur de la carte Multipoint, à vous de jouer maintenant. Voici un code Multipoint valable cette semaine sur France 3 et il y en a un autre sur France 2. Saisissez-vous immédiatement tout de suite de votre carte Multipoint, tapez la touche Action, entrez le code qui est sur l'écran, oui, voilà comme ça, et zou, tapez la touche Entrée. Vous venez de gagner 1000 multipoints, et voilà. Pour en savoir plus et participer, 36 68 68 23 ou 36 15 France 3. La première décision économique du président Clinton inquiète l'Europe. L'acier importé aux États-Unis sera désormais fortement taxé. Une mauvaise nouvelle pour les producteurs français et européens et l'annonce d'un retour probable des États-Unis à une forme plus agressive de protectionnisme. Analyse et réaction avec Bruno Durieux, le ministre du Commerce extérieur. Bonsoir, on l'a appris il y a moins d'une heure. L'ambassadeur de France au Zaïre a été tué ce soir à Kinshasa. Philippe Bernard, 61 ans, qui était en poste depuis un mois, a été tué sans doute par une balle perdue qui serait passée par une fenêtre de son bureau. Une balle probablement tirée par des soldats qui sillonnent à toute allure ce soir le centre de la capitale zaïroise en tirant des coups de feu et en rançonnant tout ce qui se trouve sur leur passage. D'après le ministre belge des Affaires étrangères, 2 camps militaires se seraient soulevés. Les soldats refusent d'être payés en billets de 5 millions de zaïres, introduits le mois dernier et refusés par les commerçants, tant la situation économique est catastrophique. 50 à 80 Français se sont regroupés spontanément ce soir à la résidence de l'ambassade de France. Le reste de la communauté française, près d'1 millier de personnes, sont reliés à l'ambassade par un réseau radio. Pas d'affolement donc dans la communauté française ce soir à Kinshasa. Le Quai d'Orsay se refuse pour le moment à tout commentaire officiel et les liaisons téléphoniques avec Kinshasa sont pratiquement coupées. Si nous avons d'autres précisions dans le courant de ce journal, bien sûr, nous vous les communiquerons aussitôt. Les 8 casques bleus français qui étaient bloqués depuis hier matin dans les combats entre Serbes et Croates au sud de la Croatie ont été évacués sains et saufs. Dans la région, les combats continuent et la force d'action navale française fait route ce soir vers l'Adriatique. Xavier Bodin-Hulin.
J'ai peur pour l'avenir. C'est le jugement très pessimiste du général Nambiar, commandant de la force de protection des Nations Unies. Un aveu d'impuissance des casques bleus qu'a constaté aussi sur place notre envoyé spécial. Les 8 derniers casques bleus français évacués de la poche de Zemunik, plus aucune force de l'ONU ne reste désormais dans cette zone récupérée par les Croates. C'est un tournant dans la présence des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie. Incapables de s'opposer à l'attaque croate et aux ripostes serbes, les casques bleus ont peut-être amorcé ici un retrait qui pourrait un jour s'étendre à toute l'ex-Yougoslavie si les diplomates continuent d'échouer et de laisser le terrain libre aux chars et aux canons. Au nom du Père et du Fils. Sur l'aéroport de Zagreb ce matin, cérémonie avant le rapatriement des corps des 2 casques bleus français tués. C'est après leur mort qu'a été décidé le départ du Clémenceau. Le porte-avions français a quitté comme prévu Toulon ce matin. Il sera en mer Adriatique dimanche. Le ministre de la Défense est ensuite rendu à Solenzara en Corse où Jaguar et Mirage 2000 sont en alerte. En cas de besoin, les appareils qui sont basés ici pourraient être rapprochés et de toute façon utiliser une base italienne. C'est donc un élément supplémentaire pour la sécurité des éléments français. Ne touchez pas à nos soldats, c'est le message qu'a voulu faire passer aujourd'hui Pierre Jox. Le juge Van Wimbeck continue d'explorer les fausses factures de la sagesse, ce bureau d'études proche du Parti socialiste. Il a inculpé cet après-midi Claude Germont, député maire de Massy dans l'Essonne. Claire Sébastien, Xavier Bodin-Hulin. Monsieur Claude Germont n'a perçu de la sagesse aucune rémunération, aucune commission, aucun avantage personnel de quelque nature que ce soit, à quelque moment que ce soit. C'est par la bouche de son avocat que Claude Germont, inculpé de trafic d'influence, a tenté de s'expliquer. Il est soupçonné d'avoir favorisé le versement de 13 millions de francs à la sagesse, un bureau d'études proche du PS, par des entreprises effectuant des travaux dans sa ville de Massy. Le juge rennais Renaud Van Ruynbeck continue ses investigations. Il cherche à savoir à chaque fois s'il y a eu financement politique ou enrichissement personnel de la part des élus. 5 ans pour passer le bac. Oui pour les adultes en formation professionnelle, salariés ou chômeurs. Non pour les lycéens. Jack Lang est revenu ce soir sur sa réforme annoncée à grand bruit en décembre dernier. Les potaches n'auront droit qu'à 1 année de redoublement durant laquelle ils pourront conserver le bénéfice de leurs notes supérieures à la moyenne. Nice, cité explosive, la série continue avec un 10e attentat commis hier soir contre une boulangerie-pizzeria cette fois. L'explosion a provoqué un incendie et entraîné l'évacuation de l'immeuble. 3 personnes ont dû être hospitalisées victimes des fumées toxiques. Toujours pas de lien précis entre les 10 attentats non revendiqués de ces dernières semaines, mais une tactique de harcèlement, selon les enquêteurs. Condamnation quasi générale à la décision de la Cour suprême israélienne qui vient de confirmer l'expulsion des 400 Palestiniens dans un no man's land du Sud-Liban. Paris et Londres en appellent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire appliquer la résolution 799. Satisfait et confiant, Yitzhak Rabin ne croit pas à une pression de l'ONU et menace à son tour de liquider le processus de paix en cas de sanctions. Dans le camp des Palestiniens expulsés, c'est la colère. De son côté, l'OLP menace à nouveau de boycotter les pourparlers de paix. Les internationaux d'Australie, demi-finale dames. Monica Seles a balayé Gabriela Sabatini en 2-7, 6-1, 6-2. Steffi Graf, de son côté, a eu un peu plus de mal pour vaincre l'Espagnol Arantxa Sanchez, 7-5, 6-4. Sur le central de Melbourne, samedi, il y aura 2 reines pour une seule couronne. C'est plus qu'un signal d'alarme, c'est un coup de semonce. Washington a annoncé aujourd'hui sa décision de taxer lourdement les importations d'acier en provenance de 19 pays, dont bien sûr la France et d'autres pays de la communauté. On en était resté au bras de fer agricole dans le cadre du GATT, aux exhortations américaines au nom du libre-échange. Et voilà que dans un secteur qui continue d'employer beaucoup de main-d'œuvre et qui va mal, surtout aux États-Unis, voilà qu'à la fureur des Européens, le protectionnisme américain se met en place. Jean-Paul Chapelle. La guerre de l'acier est déclarée. Pour protéger la sidérurgie américaine, Washington veut pénaliser les importations de 19 pays, dont la France. Les droits de douane supplémentaires sur l'acier importé iront de 13 à 109%. Un véritable protectionnisme de la part de la nouvelle administration Clinton, condamnée unanimement au Japon comme en Europe. Pour Isidore Sassilor, c'est tout simplement injuste. Unfair. Unfair, ça veut dire malhonnête. Ça veut dire pas correct. Ça veut dire double langage.
Si ces taux sont validés, il est clair que le droit de douane correspondant sera tel que nous ne pourrons plus nous justifier la moindre exportation aux États-Unis. Donc c'est la totalité des exportations françaises, mais aussi allemandes et consorts, qui sera supprimée, avec les conséquences négatives que vous pouvez imaginer. À Bruxelles, on n'exclut pas de déposer une plainte auprès du GATT. Il faut chercher une résolution multilatérale parce qu'il ne s'agit pas seulement de la communauté européenne qui est victime de ces décisions. Il s'agit de 19 pays. La décision américaine ne sera confirmée définitivement qu'au mois de juin prochain. Pas moins de 2 millions de tonnes d'acier européen seraient alors menacées. Un manque à gagner catastrophique pour toute la sidérurgie de la communauté. En France, Usinor Sacilor perdrait plusieurs centaines de millions de francs. Dès aujourd'hui, le gouvernement français proteste officiellement. Pierre Bérégovoy menace même les États-Unis d'éventuelles mesures de rétorsion si l'administration américaine s'engage sur la voie du protectionnisme. Bueno Durieux, bonsoir. Vous avez la charge du commerce extérieur au sein du gouvernement qui a donc protesté officiellement par la bouche de Pierre Bérégovoy. C'est vraiment une surprise, cette décision américaine? Ça n'est pas tout à fait une surprise parce que nous avions déjà eu une première salve de décisions négatives à l'encontre des producteurs européens sur les produits longs et au titre de l'anti-subvention, des mesures anti-subvention. Maintenant, les Américains frappent au titre des mesures anti-dumping. En réalité, ce qui se passe, c'est que les États-Unis connaissent un fonctionnement interne du marché de l'acier qui rencontre de grandes difficultés. Mais ces difficultés internes, quels sont les moyens des Européens? On a entendu Léon Brittan, qui pour une fois est à l'unisson des intérêts français. Quels sont les moyens de la communauté pour riposter à cette mesure donc annoncée aujourd'hui? Je voudrais appuyer ce que vous venez de dire s'agissant de la réaction de M. Brittan, qui nous paraît très très bonne. Quant aux moyens de la communauté, d'abord, il faut qu'elle en discute. Elle va se réunir en Conseil Affaires Générales lundi prochain. J'y serai avec le ministre des Affaires étrangères et nous étudierons ce point qui a été inscrit à l'ordre du jour par M. Brittan. Et qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis? Ce qu'on peut faire, c'est premièrement examiner si les dispositions arrêtées par les Américains sont conformes aux règles du GATT. Ça n'est pas sûr, nous voulons le vérifier. Et si ça n'est pas le cas, engager des procédures. J'ai vu des déclarations d'autorités japonaises qui allaient dans ce sens. En second lieu, je crois qu'il nous faut expliquer que les États-Unis s'engagent sur une voie très dangereuse en invoquant des mesures, en mettant en œuvre des mesures protectionnistes pour régler des problèmes internes. J'insiste bien sur ce point. Alors justement, je voudrais entendre Joe Fitchett. Bonsoir, vous êtes chroniqueur au Herald Tribune. Vous suivez tous les dossiers difficiles entre l'Europe et les États-Unis. Pourquoi est-ce que l'administration Clinton se lance si vite dans cet engrenage qui semble quand même être celui des groupes de pression les plus influents? Donc je crois que c'est un faux procès. Ce n'est pas l'administration, il n'y a pas de décision politique pour l'instant. C'est la bureaucratie qui continue sur son chemin, n'est-ce pas? Ça, c'est des décisions qui étaient en cours et qui préparent le terrain pour un éventuel choix politique. Et en principe, ça fait partie de la guéguerre autour du GATT. Et je suis bien content d'entendre dire le ministre français qu'il va demander un jugement du GATT sur l'acier, parce que les Américains ont remporté 2 fois une condamnation de la politique agricole dans le cadre de la négociation GATT, et ça a été considéré comme nul et non avenu par les partenaires dans les négociations. Donc je crois qu'on continue une guerre qui est réelle et tragique dans le sens que ça coûte l'emploi aux gens, mais ça fait partie d'une mutation pénible, doublement pénible pour tous les pays par temps de crise économique. Et pour l'acier comme pour l'agriculture, c'est très dur, c'est inévitable, et on négocie ça tant bien que mal. Oui, Bruno Durieux? Oui, non, je voudrais dire qu'à chaque fois que la communauté a été condamnée au GATT, elle s'est exécutée, en particulier sur l'affaire du soja, où nous avons fait des propositions conformément aux conclusions du panel. On appelle ça un panel, c'est un mot incompréhensible, ça veut dire un groupe d'experts qui jugent les difficultés, et la communauté a été condamnée et a fait des propositions conformément à cette condamnation. En revanche,
c'est les États-Unis qui, au mépris des règles du GATT, ont menacé de sanctions unilatérales les producteurs européens à propos du soja. Mais je voudrais faire une autre remarque, parce qu'il faut connaître un peu l'histoire de l'acier. Au cours des 10 années 82-92 jusqu'en mars dernier, il y a eu des accords entre les Européens et les Américains d'autolimitation. C'est-à-dire que les Européens livraient des quantités d'acier et ne dépassaient pas certains montants convenus avec les Américains. Donc des autolimitations quantitatives. Hein. Quantitatives. Oui. Et en mars 92, cet accord tombait à échéance après 10 ans, et nous avons proposé aux Américains de le transformer en un accord multilatéral sur l'acier. Les négociations se sont déroulées, nous pensions qu'elles allaient aboutir. La meilleure solution est une solution multilatérale. Et puis au dernier moment, sous la pression des grandes sociétés sidérurgiques américaines, l'administration Bush à l'époque a reculé. Or, les exportations qu'on nous reproche d'être excessives, que les Américains estiment être excessives, sont, pour 1991, inférieures de 20% à ce que prévoyaient ces accords d'autolimitation, et pour la première moitié de 1992, inférieures de 50% à ce que prévoyaient ces accords d'autolimitation. Donc précisément, au-delà du marché de l'acier proprement dit, est-ce que vous vous attendez, Monsieur Durieux, à ce que la politique protectionniste américaine soit maintenant, disons, construite dans d'autres secteurs d'activité? Je le crains. Quel secteur? Je suis d'accord avec le journaliste de l'Herald Tribune, oui, Joe Fitchett, oui, pour dire que ça n'est pas encore au stade politique et qu'au fond, la décision que nous venons de connaître, c'est une décision qui est dans la poursuite des mesures et des procédures engagées à l'époque de l'administration Bush. Donc on ne peut pas encore dire que l'administration Clinton a pris une position sur cette affaire. Mais ce qu'on peut voir, c'est des pressions après le soja sur l'acier, des difficultés qui s'annoncent sur les télécommunications, des pressions sur l'automobile, et je fais la remarque suivante. Si l'administration américaine cède aux pressions des lobbyistes sidérurgiques américains, comment pourra-t-elle résister aux pressions protectionnistes des autres lobbies fort nombreux, dont l'automobile, qui sont en train de se manifester? Votre réponse, Joe Fitchett? D'abord, il faut bien se rappeler que l'administration Bush était en période électorale. Oui, comme aujourd'hui, on est en... aussi. Non, Clinton n'en est plus, n'est-ce pas? Non, mais il a fait toutes sortes de promesses. Oui, et justement, la promesse de Clinton, c'est de protéger les boulots de valeur, d'en créer s'il peut. La sidérurgie n'est pas un secteur qui intéresse beaucoup Clinton. D'ailleurs, c'est au crédit, et ça fait partie de la peine de ce dossier en Europe, que l'Europe a reformé totalement sa production d'acier dans la douleur, comme on le sait. Les mini-mills, les petits, indépendants, adroits, rapides à reprendre au changement de la demande, tout ça marche très bien. Donc l'Europe, en fait, a une industrie qui, normalement, doit être très saine aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on est en période de marasme général économique qu'il y a une peine supplémentaire. Mais je suis d'accord avec le ministre quand il dit que on est dans une période où Clinton doit faire des choix. Et notamment aujourd'hui, on a vu, comme il vient de mentionner, au Détroit, les trois fabricants de voitures américaines ont demandé à ce que Clinton intervienne pour les appuyer. C'est les mêmes, je vous rappelle, qui ont accompagné Bush au Japon, oui, dans ce voyage catastrophique. Ouais. Je vous passe les détails où il a été malade sur le Premier ministre japonais et qui était en quelque sorte le signal du déclin, du recul de Bush devant les choix qui étaient les siens. Et ce n'est pas du tout évident que Clinton va protéger les industries en difficulté, mais la question va se poser: quelles seront les idées de Clinton pour augmenter les industries de pointe américaines? Et c'est là où il y aura une concurrence. Et c'est là où l'attend évidemment l'opinion publique américaine. Bruno Durieux, d'un mot, en guise de conclusion, est-ce que au moins ces premières menaces vont ressouder entre les Européens, que les dossiers du GATT avaient quand même beaucoup divisé? J'ai été très heureux d'entendre la déclaration de M. Brittan, de constater que les Européens, au stade que nous pouvons connaître de nos consultations, sont très unis sur ce dossier, que les autorités japonaises sont allées
dans un sens qui est également conforme au nôtre et qui est de faire remarquer qu'on ne peut pas régler des problèmes économiques internes aux États-Unis en mettant en cause le multilatéralisme, en prenant des mesures unilatérales et en risquant de s'engager sur un processus protectionniste qui serait vraiment très très grave pour l'économie mondiale, donc pour la croissance de chacun des pays qui y concourent. Bruno Durieux, Joe Fitchett, merci. Une pause lecture maintenant tout en bulle avec le palmarès des livres ou des albums, cher à Dominique Poncet. Au palmarès ce soir, coup de chapeau au Festival de la BD d'Angoulême. Ce festival, qui a ouvert ses portes hier soir, souffle cette année ses 20 années de bulle sans avoir pris une ride, bien au contraire. La preuve, on y attend 100 000 visiteurs, 500 BDistes français et européens, dont Mathias Schultheis, un hambourgeois destroy et tragique, et puis aussi des millions d'images. Qui a osé dire que le 9e art était vacillant? En cette semaine où le dessin est roi, notre coup de pouce ira à Nicolas Vial. Ce jeune dessinateur de 35 ans vient en effet de fêter la sortie de son premier album, Touche sa com, aux éditions du Cherche-Midi. On a eu ce qu'on appelle le coup de cœur. Quand il nous a présenté son manuscrit, avec tous ses dessins, on lui a signé un contrat tout de suite. Il a peut-être comme différence par rapport aux autres, c'est qu'il traite à la fois du dessin et du texte, qu'il traite sur un sujet qui est celui du monde du travail, et il le traite d'une façon assez remarquable, pleine d'humour, et je pense que le public sera séduit. Un humour ravageur, un trait précis et acéré, et aussi une façon bien à lui de saisir l'air du temps, Nicolas Vial mérite d'emblée d'entrer dans la cour des grands. Comme promis, des précisions maintenant sur la situation à Kinshasa, la capitale du Zaïre. Des précisions grâce au ministre belge des Affaires étrangères, Willy Claes, qui s'est exprimé tout à l'heure chez nos confrères de la télévision belge. Monsieur Claes n'avait pas encore appris la nouvelle donc de la mort de l'ambassadeur de France à Kinshasa, tué, je vous le rappelle, par une balle perdue ce soir. Mais le ministre belge explique la situation à Kinshasa ce soir. On ne peut pas parler de coup d'État, c'est plutôt un mouvement qu'on peut comparer au mouvement de septembre de l'année passée, quoique, jusqu'à nouvel ordre, la population civile ne participe pas du tout au pillage pour le moment. Ça reste un mouvement de mécontentement des militaires. Les militaires attaquent même des maisons individuelles, mais c'est ça ce que nous avons fait jusque maintenant, parce que, après les contacts que nous avons pris avec les autres ambassades de la communauté et les autres ambassades de pays amis, on ne peut pas encore parler d'un mouvement qui a atteint le même niveau que celui de septembre. Mais il se peut que d'ici une heure, je suis obligé de vous raconter autre chose. Voilà, donc des précisions donc, sur la situation à Kinshasa avant que l'on apprenne la mort donc, de l'ambassadeur de France au Zaïre. Pour le moment, le Quai d'Orsay ne s'exprime toujours pas. Voyons encore en bref les quelques informations économiques de la journée avec Marie-Claire Thiers. Les prix à la consommation ont baissé de 0,1% en décembre 92 par rapport à novembre, selon l'indice définitif des prix de l'INSEE. Un résultat qui s'explique principalement par la baisse des prix alimentaires et pétroliers. La hausse des prix sur l'année a donc atteint 2% contre 3,1% en 1991. Résignation et colère sur les visages des salariés de l'usine Grunding de Creutzwald en grève pour 24 heures. Le directeur leur a annoncé que la décision sur l'avenir du site était reportée au 12 février. Cette nuit, nous avons pris la décision que quelques personnes resteront pour surveiller le site. Grunding hésite entre la fermeture de Vienne en Autriche, de Nuremberg en Allemagne ou de Creutzwald en France. Les 4 réseaux de chemin de fer belges, français, allemands et néerlandais ont signé à Bruxelles un protocole d'accord pour l'exploitation de liaisons à grande vitesse reliant Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam. GEC Alstom a été choisi comme chef de file des constructeurs auxquels ont été commandées 27 rames capables de rouler à 300 km/h. On reprend tout